Donc, pendant combien de temps il faut encore aller bosser? Enfin, je pense qu'on devra toujours bosser, quoi. Sachant qu'il n'y a pas de... Enfin, actuellement, on doit bosser, il n'y a pas d'alternative. Actuellement, ouais. Mais l'alternative, le besoin de travailler, c'est le besoin de labeur physique et mental. Le besoin d'avoir de la force de travail. Si tu veux trouver une alternative à la force de travail, t'as plus besoin d'humains. Genre une machine. Enfin, Genre, genre un tracteur ou bien genre les mecs qui font des cafés. bah, entre autres, ouais, en fait. L'élimination d'emplois, le remplacement par la machine, ça revient au même. Donc, par la machine, par le remplacement. Ça dépend. Si tu veux, il faut une capacité de réflexion pour remplacer le labeur physique. Genre, je sais pas, visser des trucs, déplacer d'autres trucs. Et il faut de la capacité de réflexion pour remplacer le labeur mental, évidemment. Programmation, ingénierie et compagnie. T'estimes à combien de temps donc, tu as l'intelligence artificielle qu'on utilise maintenant, hein, qui sont les réseaux convolutionnels et les réseaux adversariales pour, je sais pas, former des têtes, par exemple, si tu vas dans This person does not exist. Ah, Hmm, ça, c'est un site qui génère des tronches. D'ailleurs, je les trouve absolument terrifiantes et horribles parce que oui. j'ai l'impression quand même de percevoir que c'est des mélanges qui sont pas communs. Des fois, tu vois un blanc avec un nez de black, une personne qui a des yeux de bébé, mais qui ont l'air adultes, ce genre de choses, ça me met très très mal à l'aise. Et puis des fois, tu as des défauts derrière, genre les yeux d'une autre personne qui sont déformés ou autres. En fait, ça, c'est très simple, c'est une IA qu'on a nourrie avec une quantité énorme de photos d'humains, de tronches d'humains, et on lui demande basiquement d'imaginer à quoi ressemble une nouvelle tronche d'humain à chaque fois que tu fais F5 sur cette page. Et le problème, c'est que comme ton imagination, enfin, tu mets 3 secondes à t'imaginer quelque chose relativement précisément, et encore, même dans ta tête, c'est pas très précis. Donc, ce que tu as besoin pour sortir une image aussi réaliste que celle que je suis en train de regarder, c'est d'avoir une autre IA à qui on a fourni aussi suffisamment de tronches d'humains qui peut déterminer si ça ressemble suffisamment ou pas à un humain. Okay, donc tu as une IA qui invente une tronche d'humain et tu en as une autre qui filtre et qui dit non, pas assez bon, non, pas assez bon. Ça, ouais, ça ressemble à un humain. C'est suffisant par rapport à mes paramètres pour que je considère ça comme un humain. Donc je permets cette image de passer. Et ça, c'est un filtre. Ça, c'est des réseaux adversariales parce qu'ils sont en compétition entre elles. En fait, il y en a une qui va filtrer l'autre. Et ça permet ce genre de choses. Okay, donc c'est déjà impressionnant. Hein. Je veux dire, moi, quand je fais du prototypage, de design ou comme ça, j'utilise déjà ces tronches-là, Mhm. sans trop les regarder. Et c'est fou, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même pas mal qui passent. Enfin, je pense que 99% de ces images, on les montre à quelqu'un, on dit ah ouais, c'est ma copine ou c'est mon pote, etc. Les gens vont dire oui. Enfin, ils vont pas déjà se douter que ça existe. Et puis, genre là, le bas du coup, on voit que c'est coupé, tu vois, l'enfant là avant. Mais là, bah voilà, tu me dis, voilà, ça c'est la nouvelle présidence. Je dis, d'accord. Ça peut Elle a l'air passer gentille, tu vois. par cette horreur là derrière. Ouais, là, oh putain, quelle horreur, j'ai pas vu. Tu vois, l'IA, elle voit une tête d'humain, elle laisse passer, mais s'il y a d'autres trucs derrière, bah, elle est là pour dire s'il y a un humain sur la photo. Elle n'est pas là pour dire s'il y a une monstruosité aussi présente. Tu peux changer la photo là? Ça me fait peur. Mais toutes, elles me mettent la nausée, ces photos. Quand je les regarde, là, les yeux, la Quand pupille, tu plonges c'est ton regard, juste ouais. dérangeant. Regarde ça. Hmm. Elle est très, là, toi, elle est très lissée, on dirait, quand même. Ouais, pas que, regarde ses dents, regarde. C'est des dents Mhm. de lait, si jamais. C'est des dents de lait, ça, sur un adulte. Ah, ah, Tu vois ce que je veux dire? uhum. Il y a des choses bizarres qui se passent. Mais l'IA, voilà, tu sais pas, elle a juste pas assez de modèles pour voir la correspondance entre les types de visages. Elle n'analyse pas le type global, la consistance globale du visage. Mais voir encore une autre? C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait un talk avec un micro qui a été effacé, tu vois. Oui, on dirait qu'il y a le bout du micro, mais pas le.
Ouais, et puis La petite pareil tige. pour la bouche. Et on voit la démarcation entre le haut de la bouche et puis le reste de la tête, il me semble. Oui, Et je vois puis ce que les tu veux cheveux sont dire. mal détourés, et puis ouais. Mhm. C'est bizarre parce qu'on leur donne une personnalité instantanément, et en fait, on se dit, bah non, Ouais. ça c'est pas. Mais ouais, donc il y a des IA qui sont, il y a des IA qui sont très compétentes pour faire ce genre de choses, ok, mais elles sont entraînées spécifiquement pour. Et l'IA, l'IA, c'est le meilleur outil qu'on puisse avoir, et c'est pour ça que c'est celui qu'on veut développer. Le meilleur outil à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est le cerveau humain. Nous avons dans la tête, nous sommes le meilleur outil connu dans l'univers. Il n'y a pas d'outil. Un marteau, c'est moins efficace qu'un cerveau. Tu peux pas inventer un cerveau avec un marteau. Un cerveau peut inventer un marteau. L'IA, c'est le meilleur outil qu'on puisse inventer. Il faut se dire que nous, on essaye de se rendre obsolète. On essaye d'être inutile. On essaye de faire en sorte que tout. En fait, on développe des IA par flemme, tout comme on développe absolument toute l'industrialisation par flemme. C'est qu'on essaye de faire en sorte d'avoir plus de ressources, plus facilement, plus abondantes, avec moins d'efforts possibles. Et à la seconde où tu as une IA qui est capable de comprendre des contextes, d'extraire ce que tu veux dire plutôt que ce que tu dis précisément, à la seconde où tu as quelque chose comme ça qui a aussi des notions de représentation 3D et autres, tu peux avoir un robot qui va mettre la table pour toi et tes invités parce que tu lui as demandé ou parce qu'il sait que tes invités viennent. Après, j'ai l'impression qu'il y aurait la question de est-ce que tu en voudrais pour certaines choses? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport humain, parce que du coup, tu avais des humains chez toi et pas des robots. Enfin, Dans quel sens? j'ai lu dans un livre qui est une espèce de valorisation d'une sorte de sacrifice ou d'effort humain par rapport à l'autre. Un exemple très simple, c'est si toi, tu es à l'hôpital et que je t'amène un gâteau, je te dis, ah, j'ai fait ce gâteau maison là, s'il est dégueulasse, c'est pas important. Mais si je viens et j'achète un gâteau fait à la cafétéria en bas, tu seras beaucoup moins content de ce gâteau. Enfin, que c'est plus l'intention qui compte au final. La valeur de l'effort, ouais. Voilà. Et du coup, là, si tu invites, je sais pas, des amis et les robots ils font tout, est-ce que ce sera moins. Tu vois, quand tu vas chez quelqu'un qui te fait bien manger, etc., il y a vraiment ce truc de. Il a fait un effort pour toi. Et ça, c'est plaisant. En plus, si le repas est bon, tant mieux, mais c'est même pas le principal, tu vois. Je vais peut-être détruire une partie de l'estime que tu as pour l'humanité, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à la norme. C'est-à-dire, tu fais un effort, l'effort est valorisé selon la quantité d'efforts que font les autres en règle générale. Si tu fais plus d'efforts que la moyenne de ce qui est fait, c'est très valorisé. Mhm, Si je vais je sais pas, te construire une petite maison, genre mhm. sans te le dire, tu me dis, regarde, je l'ai construit, ça fait 3 ans que je travaille dessus, tu me dis, oh putain, qu'est-ce que. Waouh, t'as un problème, toi, t'es pas bien dans ta tête, tu vois. Parce que c'est trop. Si je te fais un gâteau, tu vas te dire, ouais, c'est sympa, c'est un peu beaucoup, mais c'est sympa, parce qu'apparemment, j'ai passé genre 3 ou 4 heures à te le faire. Mhm. Quelque part, je pense que dans un monde où l'effort devient moins nécessaire pour toute chose, faire un tout petit peu d'effort, comme t'aider à changer tes roues, ça paraîtra être énorme. Comme si j'allais construire une maison Mhm. sans te le dire, tu vois. Ouais, c'est par rapport à un standard, ouais, une moyenne du coup. Ouais. Mais il n'y a pas Tesla enfin, qui développe ce genre de robot comme tu en parles, qui mettra à table. Enfin, un robot plus humanoïde, un peu type Android, qu'un robot style R2D2. Ouais, exact. C'est un peu où je voulais en venir. Alors, il se trouve que pour les gens qui auraient par hasard YouTube, vous pouvez aller sur la page de Tesla, surtout si vous parlez en anglais, et vous allez voir la dernière qui a été postée, en tout cas ce jour. Tesla AI, Artificial Intelligence Day, le jour de l'intelligence. Bref, c'est là qu'ils font les présentations en fait, de toutes leurs avancées pour leur conduite autonome. Donc il y a Musk hein, et puis son équipe. Et il se trouve que dans
leur présentation. Alors, ils expliquent tous les challenges qu'ils ont eu à la construction de leur réseau, la puissance nécessaire et logiciellement de leur réseau d'intelligence artificielle pour leurs voitures, qui sont au passage absolument incroyables, hein. Tout ce qu'ils ont fait comme effort, comme étape, toutes les conclusions qu'ils ont tirées et comment ils sont adaptés et ils ont résolu ces problèmes-là est absolument incroyable. Mais ils ont aussi parlé de deux choses. La première étant le D1, développé intégralement par eux à l'interne. Elle a une puissance, voilà, les chiffres, après, ça ne parle pas forcément si on ne passe pas sa journée sur des graphiques de comparaison de type, hein. Il y a Intel qui fait ce genre de puce, il y a Nvidia, il y a des data centers directement dédiés à ce genre de choses. Mais eux qui ont besoin d'énormément de puissance pour l'entraînement des IA, ils ont créé ça et ils l'ont créé pour être évolutif, en fait, pour pouvoir basiquement les mettre les unes à côté des autres, sans colle, sans rien, qu'elles soient chaînables et qu'elles bossent comme une seule et unique puce si elles sont chaînées entre elles. Le tout avec une bande passante absolument phénoménale. Donc le but c'est quand même d'en mettre plusieurs ensemble, faire des tablettes de chocolat D'en de mettre chips. énormément ensemble, ouais. Mhm. Dans les voitures Tesla ou c'est vraiment pour un autre pan Tesla qui est l'IA? Ça, à la base, c'est pour les voitures Tesla. C'est parce que l'autopilote Tesla est une intelligence artificielle qui est entraînée sur base de tout ce que les voitures Tesla filment des utilisateurs en roulant droite à gauche comme ils le font tous les jours. Ces données-là sont traitées par les serveurs de Tesla et sont fournies à leur intelligence artificielle générale pour mettre à jour systématiquement toutes les voitures et tous leurs systèmes. Ils appellent ça la carte FSD. Ils ont développé déjà dans toutes les voitures une autre puce comme ça pour l'intelligence artificielle. Et ils la mettent à jour avec les dernières données systématiquement pour améliorer la conduite de ton véhicule. Donc ça, c'est la puce. Ce D1 qui a 50 milliards de transistors gravés en 7 nanomètres. 7 nanomètres, nos processeurs commencent gentiment à être gravés en 7 nanomètres. Processeur smartphone passe en 5, bientôt en 3 d'ici, sauf erreur l'année prochaine. Certains vont commencer à être gravés en 3. Ils ont pris cette puce, ok, et puis ils se sont dit, bah, on va en mettre plusieurs ensemble. Elle est faite pour. Voilà. Ils ont essayé d'en mettre un demi-million, des unes connectées aux autres, parce Il y a vraiment des gens qui pourquoi pas. s'amusent. Ah ouais, oui, là, ils s'amusent, ouais. Mais Ils se font- pourquoi pas, ils se font- tu veux tester les limites de ton système. Mhm. Et au final, ils en sont arrivés à quelque chose de beaucoup plus portable. Ils en ont pris 25. Ok. Ils ont créé tout un système d'échange thermique, d'alimentation électrique, des interfaces tout autour pour se connecter avec les autres tuiles. Ils appellent ça une tuile. Donc, ce qu'on voit là, c'est une tuile pour le machine learning qui est composée de 25 puces D1 qu'on vient de voir. Donc, ça fait 25 fois 50 milliards de transistors. C'est pas mal. Et ces tuiles elles-mêmes-là sont faites pour être chaînées aussi de manière très facile entre elles. Ils ont pris... Donc une tuile fait 9 pétaflops de traitement. Encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose si on n'est pas dans les chiffres. Moi-même, j'ai dû aller chercher pour avoir un sens à peu près de ce que ça veut dire par rapport aux autres supercalculateurs et autres. Mais là où c'est important, c'est même pas les 9 pétaflops, qui est une quantité de traitement absolument gigantesque, pour un truc de cette taille, c'est le rendement par watt, en fait. La quantité d'informations traitées, l'utilité de ce système-là par watt reçu. Et là-dedans, ils sont très bons, comme on va le voir. Donc ça, c'est cette tuile. C'est gros, mais il y a 25 chips dedans et tout. Puis ils ont mis plein entre eux. Et puis ils ont un supercalculateur de 1,1 hexaflop. Donc hexaflop, Ah, c'est Tesla ou plus bien il l'emprunte? Tesla. C'est eux qui l'ont fait, il est chez eux, c'est à eux. Pourquoi pas? Un hexaflop, c'est 1000 pétaflops qui sont 1000 teraflops qui sont 1000 gigaflops qui sont 1000 mégaflops. Encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, Exa c'est 10 puissance 18, donc bon.
Un milliard de milliards. Le concept, c'est que maintenant, ils ont une tuile, quelque chose qui se tient dans les deux mains, ok, et qui représente une quantité de calculs pour machine learning absolument gigantesque par rapport à n'importe quoi de cette taille. Hmm. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas l'utiliser de manière portable. Et ils ont fait une intro absolument embarrassante avec un danseur. Je pense que l'instruction était de faire la danse du robot sur scène. C'est raté. Le ridicule est un peu. Écoute, je crois pas que je crois pas que c'était voulu. Ça m'étonnerait. En tout cas, la combi, là, elle fait un peu cheap. Mais peut-être Ah ouais, le c'est ultra cheap, YouTube. ouais. Mais, Ouais. mais je pense que l'instruction qui était en tête de l'organisateur, j'imagine que c'est Elon Musk qui a dit genre trouvez-moi quelqu'un habillé en robot et puis il va danser. Et puis j'imagine ou en tout cas il aurait dû parler d'une danse du robot. Surtout que là il dit au public bon alors c'était pas le vrai, c'était pas le vrai mais ce sera vrai bientôt. Il a dit. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi c'était pas une danse du robot. Bref. Et donc, clic, clic. Voilà un peu le prototype simplifié, hein. Ils viennent de commencer à s'atteler à ce problème-là. Voilà, je pense, vous attendez pas à ce que ça ressemble à ça au final. Peut-être le design général, oui, je sais pas, mais à l'intérieur, ça m'étonnerait énormément. Je veux dire, ils ont une espèce de vague prototype immobile. Je pense qu'il y a rien dedans. C'est vraiment un props pour montrer, regardez, on a un truc en taille réelle. Mais ça m'étonnerait que ça ressemble à ça, hein. Ils viennent de s'attaquer au programme. Regardez le Starship, il n'a pas la même tronche, donc le vaisseau spatial que SpaceX construit depuis des années. À la base, quand il avait été annoncé, c'était le BFR, il ressemblait pas du tout à ça. Enfin, il y a toujours, au fur et à mesure qu'on se rend compte des problèmes, on adapte le design. Et puis, voilà, là, ils viennent de commencer, hein. Je pense que Ouais. si ça fait un mois qu'ils sont dessus, je pense que c'est beaucoup, quoi. Voilà où il y avait le FSD, donc la pièce d'autopilote déjà inclus dans leur voiture, en fait. Maintenant qu'ils ont la puissance nécessaire avec leur data center pour entraîner n'importe quelle machine en machine learning, basiquement, ils se sont dit, mais pourquoi pas aller plus loin. Comme il dit Musk, il dit nos voitures sont déjà des êtres semi-conscients. Bon, c'est très discutable hein, comme point de vue. Mais nos voitures sont déjà presque semi-conscientes, donc pourquoi pas s'atteler à un problème qui est plus grand et faire en sorte d'avoir justement une machine capable d'extraire des sens, des contextes d'une communication humaine qui auraient déjà la représentation du monde similaire à leur voiture, parce que c'est vrai que la représentation 3D de leur environnement à ces voitures-là, c'est absolument incroyable où ils en sont, et surtout en si peu de temps. Donc en gros, ils se sont dit pourquoi pas faire des assistants comme ça. Je fais une petite prédiction, mais pour ceux qui écoutent la vidéo dans quelques années, ils pourront me donner tort ou raison, mais je pense qu'ils vont en vendre plus que leur voiture. Je pense que leur production de ces robots-là, à la seconde où ils tapent le marché, je pense qu'ils vont avoir une plus grosse production et vente de ces robots-là que de voitures. Mais parce que plus utile ou parce que moins cher à produire? Plus polyvalent. Le concept de ces robots-là, c'est qu'on peut lui dire va à l'atelier et ramène-moi une clé de 12. Et puis après, fais-moi un café sans lait, mais avec 2 sucres, s'il te plaît. Et puis que le machin, il comprend que tu veux obtenir quelque chose de lui, qu'il doit le localiser, il identifie ce que c'est, ensuite il doit te faire un café, il sait 2 sucres, c'est pas de grains de sucre, il est vraiment capable d'extraire le sens global de ce que tu veux dire, de ce que tu es en train de dire. Et ça, c'est un peu le but de ce robot-là, c'est de faire des tâches très simples. Ce qui est paradoxal, c'est qu'Elon Musk advertise.
met régulièrement en avant le danger en fait de l'intelligence artificielle. J'allais dire. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que c'est lui qui le fait. À la fin, aux questions-réponses, quelqu'un lui dit un peu ça, et il dit, bon, bah, le truc, c'est que de toute façon, quelqu'un va le faire, donc autant que ce soit nous, et qu'on le fasse de manière sûre. Ok, bien, quand il a dit ça, j'ai dit bien rattrapé, quoi, mais c'est vrai que je peux comprendre la logique, c'est vrai, de toute façon, quelqu'un va le faire, tôt ou tard, ça va venir, et quand je dis tôt ou tard, c'est dans moins de 20 ans. Pourquoi forcément? Enfin, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir comme. Enfin, vu que ça fait très arme que tout le monde va, que quelqu'un va utiliser de toute façon, Ouais. tu vois, au final, ça, il y en aura pour le combat. Ouais, Ça paraît ouais. évident. En tout Mais cas, la une autre. reconnaissance, Ouais, information de terrain, ouais. dans un cadre militaire, dans un cadre militaire, et il y a eu, bah, pour la guerre froide, les armes nucléaires, et il y a eu des traités de non-prolifération qui ont été pas faciles à mettre en place, mais ils ont fonctionné. On peut en discuter après, hein. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait pas, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir la même chose pour l'IA? Vu qu'il dit un peu, enfin son excuse c'est de toute façon quelqu'un va le faire. Donc pourquoi je le ferais pas? Et j'entends ce qu'il dit et en même temps je me dis mais si c'est un sujet si sensible qu'il l'annonce, il faudrait faire quelque chose. Tôt ou tard, Tôt ou tard, tu peux créer des drones qui font 4 centimètres de diamètre avec un petit modèle d'intelligence artificielle à l'intérieur et une cible en tête et une toute petite charge d'explosives à l'intérieur. Et tu peux en larguer des millions au-dessus d'un pays par avion. Tu peux éliminer toutes les cibles que tu veux en larguant un essaim de drones autoguidés qui ont quoi, 1 heure d'autonomie, t'en fous. Je sais pas, Al-Qaïda, j'en sais rien. Les machins, ils vont aller dans chaque canalisation, chaque grille d'aération, chaque truc où ils peuvent aller, ils vont regarder, filmer, dire voilà ma cible, se coller sur son front, lui faire péter la tronche. L'IA, ça permet de mettre de l'intelligence dans toute chose. Des robots aussi gros que ça, je pense pas que ça représente une menace. Ça représente un atout, Oui. mais beaucoup moins que la chose la plus terrible que tu peux faire avec une intelligence artificielle. J'ai demandé un peu quid de Boston Dynamics qui font aussi des robots, pas le même genre. Si tu peux montrer. Est-ce que, enfin, j'ai l'impression que là, il faudrait un partenariat Tesla-Boston Dynamics et puis ils dominent le monde. Et puis Terminator arrive, j'ai l'impression. Boston Dynamics sont une approche assez différente, mais alors J'allais voilà. dire, mais au final, tu vois, si tu mets ce genre de mobilité à un Tesla Bot, qui est incroyable, qui est juste. Alors, regarde bien celui de gauche qu'il va y avoir. Non, c'est après. C'est genre là, je crois qu'il arrive l'autre. Là, regarde. Ah, voilà. re- Là, regarde bien celui de gauche. C'est dingue. J'ai trouvé dingue. Après, j'ai vu, je suis là. Waouh. Après, c'est marrant comme ils sont hyper synchro. Ce qui est choquant, c'est un peu cet anthropomorphisme qu'on fait, c'est de les voir agir. Je peux pas m'enlever de la tête. C'est dingue, il fait comme moi. Enfin, ses bras, son équilibre. C'est normal, il a la même forme. Il n'a pas la même répartition du poids, mais il a la même forme. Mais à ne pas non plus idéaliser. Il ne faut pas non plus croire que c'était parfait du premier coup, Et que ça s'est fait, ouais, qu'ils ont mis le truc. Non, non, mais c'est très préparé. parce qu'ils se sont Clairement. pété la tronche pas mal de fois. Oui, Moi, c'est c'est tellement pêche. drôle à voir. Regarde-moi ça. Regarde, regarde, regarde. Petit truc de liquide là, un truc hydraulique, c'est tout hydraulique. Tu vois, alors, Mhm. regarde, regarde. Paf. C'est assez lamentable. Ouais, ouais. Bon, ça reste excessivement impressionnant ce qu'ils font. C'est pas Oui. la première vidéo. Ils nous ont fait une jolie vidéo à, je crois, je sais plus quelle occasion où ils dansaient. C'est absolument Je crois que c'est dingue. un nouvel an, Noël, quelque chose comme ça, mais c'était Ouais. super sympa. Donc allez voir la chaîne Boston Dynamics. Hein, il y a plein de trucs très intéressants. Mais on n'en est pas à ça. Là, c'est vraiment un système de gestion de corps.
Là, c'est vraiment un système de corps qui est autonome, qui est prévu pour transporter, comme la mule qu'ils ont, qui est assez vieille, et transporte de marchandises dans des terrains. Le but est de faire un système qui peut être polyvalent, qui peut se balader partout, qui peut être télécommandé comme Spot, qui est une espèce de chien robot qui permet d'aller dans, je sais pas, tu peux aller visiter la centrale à Fukushima. Grâce à ça, SpaceX en ont un pour aller inspecter les, les prototypes qui atterrissent sans danger, parce qu'un humain, il ne veut pas se rapprocher direct après l'atterrissage, avant même qu'ils ont détanké l'oxygène liquide et puis le méthane. Parce que ça peut encore péter, tu vois, il y a peut-être un problème. Le robot, bon, on s'en fout s'il pète. Donc c'est pour ce genre de choses-là, c'est très utile. Mais c'est pas la même approche que les promesses du bot Tesla, à qui tu pourras demander d'aller t'acheter du pain si tu es une vieille personne et puis que tu as mal à la hanche pour descendre les escaliers. Mhm. Comme il dit Musk, on pourra le maîtriser assez facilement. Ce ne sera pas un robot très rapide, ce ne sera pas un robot très fort. Voilà, le but n'est pas de le rendre très fort, mais juste un robot qui est capable de soulever 1 kilo à la seconde où il sort et il atteint le marché, la mise au marché. Absolument tout le monde va se jeter dessus. C'est difficile de voir une entreprise qui ne va pas se jeter dessus. Nous, on est incroyablement inefficace. Imagine un robot qui a, je sais pas, tu lui mets des batteries externes qui se foutent sur le dos et puis il n'a pas besoin de se recharger, il a juste à faire recharger la batterie externe. Okay, donc en moins de 5 secondes, il a échangé sa batterie. Il n'a pas besoin de rester 6 heures en charge, je ne sais pas quoi. Tu vois. Problème là réglé. À partir de ce moment-là, tu as un robot qui bosse 24 heures sur 24, sans s'arrêter pour manger, sans penser à la fille avec qui il est en train de flirter, sans se demander quelle sera sa prochaine tâche. Toi, tu finis de... Je sais pas, je prends l'exemple d'un mécano, mais tu finis de visser ta roue, là, et tu dis, OK, bon, j'ai fini ça, tu regardes, tu testes, oui, ça tient, et tu dis, bon, je dois faire quoi ensuite? Ah, je vais faire ça. Ah non, attends, il est telle heure, je vais faire ça plutôt d'abord. Lui, il a absolument aucune hésitation. Lui, il a fini, il part faire ça. Si tu mets en somme tous les temps morts qu'on a dans la journée en réfléchissant même juste à ce qu'on doit faire, même pas en comptant les distractions ou notre lenteur de réflexion, si tu sommes tout ce temps-là, Mhm. tu en arrives probablement à, dans une journée, bien 1 heure sur 8 heures de travail, tu en arrives probablement à 1 heure de pause, d'inefficacité pure et dure, tu vois. Même que ce Ok. soit de taper sur mon clavier, c'est excessivement long. Mhm. Après, ce que je me dis, c'est que si tu as une intelligence artificielle pour faire une telle machine, même très stupide, même Mhm. quelque chose qui arrive à peine à comprendre d'aller mettre la table ou des choses qui pour nous paraissent vraiment simples, qu'un enfant de 4 ans peut comprendre sans problème. Mhm. Si tu as cette capacité de réflexion-là, avant de mettre le robot sur pied, tu es capable de faire une quantité de choses absolument incroyables. Tri des documents dans une entreprise, gestion de la paperasse, gestion de la communication avec tes clients, gestion des réseaux sociaux. On a déjà des systèmes d'intelligence artificielle dans lesquels tu mets une phrase et il te sort des fonctions pour ton code, donc pour les programmeurs. Ironiquement, tous les programmeurs pensaient que leur travail sera un des derniers à être éliminé parce que tu crées la machine, tu crées ce système-là, et c'est très complexe, Mhm. le code. Mhm. Et en fait, non. Ce sera un des premiers jobs à être, en tout cas, lourdement soutenu par l'intelligence artificielle et potentiellement remplacé. 10 ans d'études, pas de bol, non. Mais ça serait, comment dire, c'est un peu comme si du coup, on va créer des créateurs. Ah, c'est intéressant ça. Bah, justement, on essaie de se rendre obsolète. On essaye de se rendre absolument inutile. On essaye de déléguer tout le travail, que ce soit mental ou physique. Notre but ultime, c'est de ne plus rien avoir à faire de la journée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'essaie pas de créer un humain. Parce que simuler une intelligence artificielle générale qui est capable de tout faire, qui passe le test de Turing, c'est-à-dire qu'un humain ne peut pas déceler si c'est avec, par exemple, si tu es au téléphone avec une IA. Passer le test de Turing, basiquement, c'est que tu ne peux pas dire que tu es avec une IA au téléphone. Tu passes 2 heures à Mhm. discuter avec et tu raccroches et tu dis il est très sympa ce mec. Et quand tu dis c'était une intelligence artificielle et que tu dis non, 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 je te crois pas. Là, ça veut dire qu'il passe basiquement le test de Turing.
Euh, si, si on essayait de créer un humain, ce serait beaucoup plus compliqué. Dans 50 ans, on n'y est pas de créer un humain. Mais de créer... on essaie de créer l'esclave parfait. On essaie de créer l'outil extrêmement efficace dans tous les domaines où on veut qu'il soit efficace, mais incapable dans les domaines où on n'a pas besoin qu'il soit efficace. Ce qui est le principe d'une machine, un peu, basiquement. Mais là, à un Exact. niveau. C'est assez inimaginable. Enfin, c'est dur à imaginer, j'ai l'impression. L'intelligence artificielle, c'est le dernier outil qu'on aura besoin de créer. Après ça, lui-même pourra créer tous les outils. D'où la théorie, je doute personnellement, pour plusieurs raisons, mais il y a la théorie de la singularité. La singularité, c'est le moment où, comme dans un trou noir, c'est le moment où tout s'accélère de manière extrêmement exponentielle et puis tout va exponentiellement plus vite. Donc là, tu entends quoi par singularité dans ce cas-là, qui n'est pas des trous noirs ou de quelque chose de physique? Si tu as une IA qui est suffisamment intelligente pour coder, mettons, quand tu as Mhm. des humains qui essayent de faire quelque chose, tes facteurs limitants, c'est le temps, l'argent investi, les moyens. Maintenant, si tu as une IA, l'électricité, ça coûte presque rien. Donc, basiquement, tu as de la réflexion gratuite pour le temps que tu veux et la quantité que tu veux. Si tu as une IA stupide, fais copier-coller et tu as une armée d'IA stupides. Une armée d'IA stupides peuvent probablement faire quelque chose d'un peu moins stupide qu'elle. Donc la singularité, c'est que tu as une IA, c'est dans l'hypothèse où ton IA est suffisamment intelligente pour créer une IA un peu moins stupide qu'elle. Mhm. Si tu as une IA, tu lui dis crée une IA un peu moins stupide que toi. Au bout de 2 semaines, elle a fini, elle a créé une IA un peu moins stupide que toi. Tu fais copier-coller, tu as de nouveau une armée d'IA un peu moins stupide que la première et tu leur dis la même chose. Et elle crée une IA un peu moins stupide. Et vu qu'elles sont de base un peu moins stupides, l'évolution est exponentielle. Et leur niveau d'intelligence augmente de manière exponentielle. Et en 2 mois, tu te retrouves avec une sorte de puissance ultime de réflexion, un être suprême en tout point qui est capable d'absolument tout savoir, inventer. Tu as vraiment un être omniscient. Tu crées un dieu, tu vois, dieu de la réflexion. Tout ce qui te prendrait des années et des années de réflexion, ou même que l'humain n'est pas capable d'imaginer, elle te répondra comme si c'était évident. Tu vois, ça, c'est un peu la singularité. C'est l'augmentation exponentielle du niveau d'intelligence d'une intelligence artificielle. Donc, le moment où on atteint possiblement ceci, qui est pas ça pour nous. J'ai... Parce que c'est assez difficile, j'avoue, à me représenter un moment où l'IA fera tout et j'aurais besoin de rien faire. Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Sans entrer dans une question, un questionnement métaphysique. Euh, ouais. Enfin, je sais pas comment dire. Qu'est-ce qui se passera pour nous? Alors, le concept de la singularité, c'est que derrière le point de singularité, tu ne peux pas prédire ce qui se passera. Donc, si Hmm. quelqu'un te dit savoir ce qui va se passer après la singularité, bah, il ment. Maintenant, personnellement, comme je disais, je ne pense pas que ça va arriver pour plein de raisons, mais on ne va pas passer 8 heures là-dessus. Mais en gros résumé, on pense toujours, on n'arrive jamais à estimer les problèmes qui surviendront dans un avenir qui est déjà difficile à estimer. Ok. Du coup, sans la singularité, sans les robots que tu viens de décrire, vers quoi on va au final? Alors, c'est aussi une bonne question, mais basiquement, si tu as le labeur robotique manuel, le labeur robotique intellectuel, tu n'as plus de travail. Déjà, à partir du moment où tu as un des deux, une grosse portion de la population va être au chômage quasi instantanément. Euh, à ce moment-là, et le pire, c'est qu'on n'est pas en train de parler dans 50 ans, hein. C'était aussi ma question. On parle de quel... quand? Alors là, on parle d'un problème qui est en train d'être réglé actuellement, d'un taux d'intelligence artificielle là exponentielle parce que notre puissance de calcul est exponentielle. L'augmentation de la puissance de calcul est exponentielle. On continue de suivre la loi de Moore qui est de doubler le nombre de transistors dans une puce environ tous les 2 ans. Donc combien de transistors il faut pour faire un esclave parfait, ça j'en sais rien, mais un esclave stupide, on doit pouvoir gentiment être à la hauteur. Maintenant, si tu regardes le Tesla Bot qui est prévu par Musk, donc
de réputation, il émet des estimations de temps non fiables. Il a prévu le prototype pour 2022, ce qui m'étonnerait, je miserais plutôt sur 2025. Mais ce qui, personnellement, j'en suis sûr, c'est qu'avant 2030, la société est lourdement aidée par le labeur de l'intelligence artificielle. Ça, c'est certain. Hmm. Mhm. Qu'est-ce qui se passera à partir du moment où un des deux, voire les deux, arrivent sur le marché? C'est qu'il n'y aura plus de travail, il faudra un revenu universel, donc ce qu'on appelle ici le revenu de base, de l'argent versé inconditionnellement aux gens pour qu'ils puissent vivre, simplement, parce que basiquement, tu n'auras rien à faire. Donc là, les mœurs vont complètement shifter, c'est-à-dire tu vas passer ta journée à te demander comment passer tes journées. Toute la société va s'orienter autour des activités de divertissement à faire. La vie deviendra un divertissement. Même là, l'argent, du coup, elle représentera plus grand-chose au final. Parce qu'en théorie, là, c'est quand même un symbole de travail et de... Pas en discuter, hein, mais c'est quand même un peu le principe du «Ah, t'as fait ça 1 heure, moi je fais ça 1 heure, on peut s'échanger des choses». Là, on dirait plus un crédit fun à dépenser. La valeur des choses effectuées va chuter drastiquement parce que le coût de production va chuter drastiquement. Donc c'est vrai qu'au niveau de la valeur de l'argent, tout le système économique va être complètement bouleversé. Ce que tu achetais avant pour 5000 balles, la manufacture à la main, je sais pas, d'une montre très rare, elle est faite maintenant par un robot qui peut produire jour et nuit et qui coûte à peine un peu d'électricité et d'entretien. Donc d'entretien qui est peut-être même fait par d'autres robots. Donc oui, les choses ne vont presque plus rien valoir. Maintenant, est-ce qu'il y aura une utilité à donner de l'argent à une entreprise alors qu'elle est gérée par des intelligences artificielles? Qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent-là? C'est vrai qu'est-ce que l'argent va pas juste être un, je sais pas, un token d'appréciation? Est-ce qu'il y aura toujours de l'argent au final? C'est vrai que... Ou est-ce que... C'est une très bonne question en fait. Enfin, en tout cas, ça pourrait peut-être quelque chose comme aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura toujours des choses de valeur à s'échanger? Parce qu'à la base, l'argent, c'est un moyen non périssable et quantifiable d'équivaloir la valeur de ce que tu veux échanger. En théorie, ouais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution graduelle dans le remplacement du labeur par des robots? Alors, je sais pas, d'un coup, peut-être il n'y aura plus de menuisiers, charpentiers par exemple, j'invente, hein. Mais il y aura peut-être toujours des paysans. Mais est-ce que vraiment d'un coup, tout va être remplacé? Selon la polyvalence de leur système d'intelligence artificielle qu'ils mettront dedans, et selon aussi les marques compétitives, parce qu'à la seconde où il a dit qu'il allait faire ça, t'inquiète pas qu'il y en a d'autres qui sont en train de se manier les fesses. Mhm. M'étonnerait pas que Google et Amazon en balançant aussi d'ici 2 mois, ils l'annoncent. Mhm. Selon la polyvalence de l'intelligence artificielle qu'il y a dedans, tous les métiers pourraient disparaître très facilement en même temps. Il pourrait autant faire menuisier que n'importe quoi d'autre. Basiquement, s'il a la capacité d'apprendre en observant, tu peux lui montrer comme un apprenti. Il passe 3 mois à te regarder, et puis après, il est bon. Ou peut-être, je sais pas, une semaine s'il est performant, j'en sais rien. À ce moment-là, la gradualité du remplacement du labeur humain par ces robots-là se fera au rythme où ils peuvent en produire. D'accord. Parce que c'est beaucoup trop rentable pour ne pas en acheter. C'est beaucoup trop rentable. Un robot comme ça, il te remplace 4, 5 personnes. Il bosse 24 heures sur 24, il n'a pas la moindre hésitation, pas le moindre déconcentrement, il fait tout de manière exactement comme tu lui l'as appris à la chaîne, il fait les choses parfaites. Il est probablement un peu moins polyvalent en cas de choses inconnues qui survient, genre euh, un outil qui casse. Il va pas forcément savoir qu'il faut aller au magasin acheter, tu vois. Donc, tu auras un humain superviseur jusqu'à ce que ce genre de robot-là soit plus intelligent et puis généralise leur communication entre eux, entre les différentes entreprises et apprennent un peu comment l'économie matérielle et monétaire marche, peut-être, qui s'échangeront plus des choses, je sais pas. Ça dépend vraiment de leur polyvalence. Ça dépend vraiment de leur polyvalence. Mais je pense que il- le remplacement du labeur se fera au rythme où ils sont produits. Qui sonnera le glas de l'utilité humaine, enfin, ou de Ouais, l'homme, le grand H. clairement. Dans la société, notre propre but est de nous rendre obsolètes. Et ce sera d'autant plus facile qu'on n'essaye pas de créer un humain. On essaye de créer un ersatz, un esclave parfait. Un Mhm. truc qui est utile et performant juste dans les domaines où on veut qu'il soit utile et performant.
Ça, dans, allez, 8 ans, franchement, au rythme où va Tesla, j'ai du mal à m'imaginer que dans 3 ans, il n'y en a pas déjà des versions rudimentaires dans la rue à droite à gauche. Peut-être pas comme le Cybertruck, là, le dernier véhicule de Tesla. Il y a Musk qui en conduit un, il y en a deux, trois qui existent déjà. Dans le même sens, d'ici 3 ans, je pense qu'on aura pas mal de vidéos et de machins de ces trucs qui se baladeront à droite et à gauche. Après, je doute que ce soit aussi complexe qu'une chaîne de production de voitures électriques pour la création de ces robots-là. Euh, Après, il faut voir comment ils seront faits, mais je pense qu'ils vont être produits plus vite, que la chaîne de production va être mise en place aussi plus vite, et surtout le marché qu'il y a là derrière. Il faut dire que une voiture électrique, c'est le marché du transport d'individus. Le marché du camion électrique, c'est le marché du transport de fret sur les routes. Euh, Ça, c'est le marché du travail. Je ne sais pas s'il y a un plus grand marché que le marché du travail. On dit que le plus grand marché, c'est la bouffe. Ça, c'est le marché des marchés. Donc, s'il y a quelque chose à produire vite, à partir du moment où tu as un prototype fonctionnel, s'il y a quelque chose à mettre très rapidement en place pour la production de masse, c'est ça. Ça m'étonnerait que ça mette du temps à arriver. Il faudra juste que les lois suivent, pour ou contre, hein, d'ailleurs. Tu vois qu'il faut une législation, ce qui est aussi un peu le problème avec les Tesla. C'est des piétons, ils sont pas sur la route. Dans un home, le machin, il va te servir le thé quand il y a un vieux qui râle. Il va nettoyer les baraques. C'est les fameux robots de ménage, hein, robots ménagers. Non, je comprends le principe, mais c'est dans la rue, bah, c'est un dysfonctionnement. Il y aura vite, dès qu'il y aura un truc informatique, il y aura vite des gens qui vont dire oui, mais s'ils se font hacker, les robots, on peut en faire ce qu'on veut. Ils recevront pas leurs instructions depuis Internet. C'est-à-dire que, bon, déjà, s'ils se baladent dans la rue et tout, voilà, tu veux pas avoir un abonnement 5G par robot pour qu'ils puissent communiquer avec les serveurs de Tesla. Mais surtout, ce que tu veux, c'est qu'ils puissent prendre de manière autonome ces décisions. Alors, peut-être le machin, il est dans un bunker déjà et qu'il n'a pas accès à Internet. Donc, tu veux qu'il marche en toutes circonstances et tu ne veux pas de latence. Si le machin, il fait tomber un truc et qu'il doit avoir un réflexe de moins de 0,2 secondes, tu veux qu'il l'aille. Tu veux pas attendre sur une connexion Internet lente à cause du mec Mhm, qui est en train de télécharger des trucs et puis que ça aille jusqu'au serveur, que l'information soit traitée dans leur data center et qu'elle soit renvoyée. De mhm, plus, c'est plus difficile de faire un data center qui peut traiter toute leur flotte de robots, toutes leurs décisions, etc., dans un seul, même une multitude d'immeubles. Il faut une infrastructure informatique tellement grande que c'est plus difficile de faire ça que de mettre un bout de la puissance de calcul suffisamment pour qu'il fonctionne dans chaque robot. Il serait plus difficile de mettre toute la puissance de calcul mondiale des ordinateurs dans des data centers et puis que tu fasses tout à distance juste avec des écrans que de donner des ordinateurs à tout le monde. Donc, euh, dysfonctionnement, hacking et tout. Dysfonctionnement, soit ça arrive à tous, soit ça arrive très rarement. mhm. Donc ça sera vite réglé. Hacking, s'il n'est pas en réseau, il n'y a pas vraiment de moyen de le hacker. Je sais pas si je le capture dans la rue, tu vois. Ah, le vol, c'est différent. Le vol, c'est différent, mais il aura un GPS. Et puis voilà. Après, bon, connexion des données, j'imagine que ça va être une option. C'est vrai que pour GPS, anti-vol et compagnie, ça risque d'être une option. Maintenant, s'il est chez toi, c'est ta serrure physique qui le protège. Mhm. Je sais pas, ça c'est secondaire. De toute façon, le bénéfice surpasse largement les possibles événements néfastes qui peuvent Mhm. survenir comme un vol de robots. C'est-à-dire tu vas pas ne pas les produire parce qu'ils peuvent se faire voler. Non, bien sûr. Et pareil au niveau de l'État, je vois difficilement quelqu'un empêcher la production de ces robots et la vente de ces robots alors que lui-même pourra en profiter et que c'est de toute évidence une des plus grandes révolutions qui puisse y avoir dans la société. Le remplacement du labeur manuel et cognitif, mental, de la réflexion, Mhm. c'est la plus grande chose, la plus grande révolution qu'il peut y avoir dans une société. Je vois difficilement quelqu'un, un type du gouvernement, je ne sais pas quoi, qui essaierait de bloquer l'adoption de ces robots-là juste pour une ou deux défectuosités qui seraient sans danger pour l'homme, hein. Je veux dire, basiquement, le machin, il se Mhm. pète la tronche dans la rue. Casser des Voilà, assiettes. il est
il est par terre, quoi. Ouais, t'as cassé une assiette, bah, tu le mets en garantie. Mais même, je veux dire, si j'ai un robot qui me casse des assiettes de temps en temps, je me dis que j'ai largement assez économisé de temps pour avoir compensé l'utilité derrière de l'avoir. Mais ça, typiquement, est-ce que les robots ils seraient bien à disposition par Tesla? Est-ce qu'on les louerait? Est-ce qu'on les achèterait? Ça pourrait changer. Mais ça, c'est tout à fait à voir, je pense. Ouais, c'est une bonne question, ce sera à voir. Mais j'ai assez hâte de voir. Personnellement, je pense que d'ici 2030, on y est, hein. À une intelligence 2030. artificielle générale. Une intelligence, pas ça. Ça, je pense que d'ici 2027, on en a un peu partout dans les rues. Donc, pas le Tesla Bot. Tesla Bot, on n'y est pas encore, mais. Tesla Bot. Moi, je pense que d'ici 6 ans, on en a gentiment à droite à gauche qui commence à. La valeur de ce marché-là est beaucoup trop grande pour qu'ils le développent aussi lentement que leur Tesla Truck. Ouais. Et bah, Musk, il aime bien aller vite. Et d'un autre côté, même pour SpaceX ou comme ça, s'il peut en avoir une soixantaine qui aident, je pense qu'il dirait pas non. À partir du moment où il y a ça, tu accélères drastiquement tous les domaines. Je veux dire, Mhm. c'est difficilement imaginable. Tu peux pas résumer en une conversation, ni même imaginer en plusieurs mois ce qu'ils seront capables de faire. Euh, non, je pense qu'en 2027-2028, on en a. En tout cas, des prototypes bien fonctionnels. Et qu'en 2030, on a une intelligence artificielle générale. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Vu Mhm. l'exponentielle croissance de la loi de Moore, qui est de toutes nos puces, de nos Mhm. capacités informatiques, qui continue malgré ce que dit Intel, parce qu'Intel a plus d'une fois dit que la loi de Moore était morte. C'est dommage, c'est un peu leur fonds de commerce, la loi de Moore, hein. Mhm. J'allais dire. C'est eux qui doivent pas dire que c'est mort, quoi. Euh, Elle continue et avec Dojo, là, on marque. Donc Dojo, c'est leur système d'entraînement, leur supercalculateur d'entraînement d'intelligence artificielle à Tesla qu'ils viennent de créer. Avec Dojo, on marque une nouvelle milestone sur le graphique de la loi de Moore, qui prouve encore une fois qu'on peut avancer beaucoup plus que ce qu'on pensait. On pensait être très vite limité par les lois en fait, de la mécanique quantique avec la réduction de la taille des transistors. C'est-à-dire, si tu atteins le nanomètre, c'est à partir de 2-3 nanomètres, il y a des capacités de tunneling des électrons en fait, qui circulent dans tes transistors. Ok. Le tunneling, c'est basiquement une particule qui se retrouve là où elle ne devrait pas être. C'est-à-dire qu'il va passer, par exemple, un électron qui passe en isolant. Il y a des anomalies comme ça à l'échelle quantique qui fait que tu ne peux pas prédire correctement le comportement de tes circuits s'ils sont trop petits. Et ça, c'est le genre de limitation auquel on va se heurter très rapidement d'ici quoi, 6-7 ans. On va arriver au nanomètre, je pense. On a déjà des plans pour le 2 nanomètres dans quelque chose comme 3 ou 4 ans. On va arriver très vite. Donc il faut trouver des nouvelles solutions pour parer à ces problèmes-là. Et si on n'y arrive pas, bah, il va falloir trouver des solutions dans la capacité de refroidissement, dans la capacité de la gestion thermique des composants pour faire par exemple les technologies de 3D stacking, c'est-à-dire ton processeur est tout plat. Mhm. Si tu peux mettre des couches verticalement, tu peux avoir, bon, tu n'auras jamais ça, mais un cube de capacité de processeur, un cube de transistors. Ok. Là, tu peux en mettre. La puissance du calcul est phénoménale, mais il faut dissiper la chaleur. Et ça, c'est le plus gros problème, tout en ayant le système le plus compact possible, Mhm. parce que bah, même si la lumière, elle va vite, euh, la- 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 même si même si la lumière est rapide, si tu as 30% de moins de trajet à faire pour que ton signal soit véhiculé entre deux endroits, c'est 30% de moins. Peu importe la vitesse, peu importe si tu vas à 1 km/h ou à 300 000 km/s. 30% de moins, c'est 30% de vitesse en plus de transmission. Donc Mhm. on essaye d'avoir le plus compact possible dans tous nos circuits pour ça. Donc ouais, à voir, mais d'après l'évolution de la capacité informatique, je pense qu'on va très vite atteindre des intelligences artificielles qui passent le test de Turing et qui sont capables d'être totalement polyvalentes sur tous les domaines où on veut qu'elles le soient. Donc, dans la décennie à venir, Ouais. j'espère que dans 10 ans, je regarderai cette vidéo et je me dirai, on a eu tort, ils sont arrivés en 2025.
Je Ouais, sais ou pas. on sera tous morts parce que Terminator. À Alors, voir. peut-être que Skynet sera né. En plus, c'est marrant parce que je suis sûr que si Elon Musk devrait faire une IA de ce genre, il l'appellerait genre Skynet, vu qu'ils aiment bien les noms un peu genre le dojo. Et du coup, ça serait une ironie, je trouve, incroyable. C'est vrai que ça m'étonnerait pas du tout qu'il De donne un mettre un nom un nom peu comme ça. polémique comme Que ça. s'il a une fille, il l'appellerait Sarah Connor et t'es là, mais non. Ouais. Non, c'est vrai, ça m'étonnerait pas du tout. Après, est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que je suis pas en train de mêler mes espérances à ça? J'ai personnellement pas trop l'impression parce que c'est les chiffres qui me font dire ça. Si les Mhm. chiffres laissaient sous-entendre que ça arriverait dans 30 ans, je dirais pas dans 10 ans. Même si j'ai Mm. très envie de voir ça demain. Est-ce que je suis objectif? C'est à vous de juger, c'est à vous de comparer selon votre opinion. Mais il me semble que c'est des délais acceptables. Mhm. O- Optimiste. Optimiste. Peut-être il y a un gros problème qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est plus complexe et que ça va retarder de 5, de 10, de 50 ans Mhm. une intelligence artificielle généralisée. Mais pour ce qui est de ce robot-là, le niveau d'intelligence artificielle est atteignable actuellement avec énormément de travail, mais avec notre puissance de calcul. Mhm.